Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire. Alors, je constate juste que la caméra est un petit peu floue. C'est le temps qu'elle se mette peut-être à faire la bonne mise au point. C'est pas grave, ça va revenir d'ici quelques instants. Encore une fois, soyez les bienvenus à ce webinaire qui est le 65e. On a fait le 76e. On a juste décalé ce petit webinaire et en plus, vous avez été plus de 800 inscrits à ce webinaire, montre qu'on a peut-être bien fait de le décaler. Ça démontre que le sujet du jour qu'on va traiter suscite votre intérêt. Il s'agit des bons indicateurs RH à suivre. Pourquoi et comment? Alors, ce n'est pas moi qui vais avoir le plaisir d'échanger directement avec vous sur ce thème. On a le plaisir de recevoir une experte en la matière pour pouvoir justement partager avec vous son expertise sur cette thématique en la personne d'Estelle Taverna, qui est Product Manager Paye RH chez Talentia. Bonjour Estelle, merci beaucoup d'être là avec nous. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous parce que voilà, en cette période de grève, c'est pas si simple que de nous rejoindre en présentiel pour échanger avec vous en distanciel. Tout de suite, quel est l'ordre du jour qu'on vous propose pour ce webinaire? Alors, comme tous les webinaires Parlons RH, trois temps forts. D'une part, Estelle va vous préciser ce dont elle va parler quand on parle de bons indicateurs à suivre. Qu'est-ce que les indicateurs? Quels sont les types d'indicateurs? Après, on verra pourquoi c'est important pour la fonction RH de suivre ces indicateurs, de mettre en œuvre des indicateurs RH. Et puis enfin, on verra quels sont les champs d'application et par quelles étapes, ou quelles sont les questions, par quelles étapes passer, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour pouvoir être dans une bonne dynamique d'indicateur RH, si je peux utiliser ces termes-là. On va essayer évidemment d'avoir un webinaire qui soit très opérationnel et pragmatique. Donc, si tu veux bien, Estelle, je te poserai souvent la question de est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu peux nous dire plus concrètement ce que c'est? On essaiera d'être très opérationnel. Très bien, ça me va. Si ça te va. Ouais. Parfaitement. Mais le plus important, c'est que vous puissiez poser vos questions à Estelle, vous puissiez faire vos retours d'expérience. C'est bien l'objet des webinaires Parlons RH, ça s'appelle Parlons RH, donc on reste dans une dynamique d'échange. N'hésitez pas à utiliser la boîte de questions, l'espace de questions en bas. Vous pouvez utiliser la boîte de chat. La boîte de chat, c'est pour vous faire coucou, pour faire quelques remarques. N'hésitez pas non plus, dès maintenant, à vous faire coucou, à vous présenter l'ensemble de l'audience pour que tout le monde puisse se connaître et échanger, votre prénom, votre fonction, éventuellement votre entreprise ou votre effectif. Voilà, la boîte de chat pour pouvoir chatter, la boîte de questions pour pouvoir questionner. Camille, qui est chef de projet webinaire ici, pourra répondre éventuellement à un certain nombre de problèmes techniques et fera de la modération. Notre webinaire durera encore 42 minutes. On s'arrêtera à 11h45. Voici donc pour le sommaire et les modalités opérationnelles de ce webinaire. Avant de commencer par cette première question, Estelle, est-ce que tu peux te présenter à notre audience et puis nous donner quelques petits mots sur Talentia pour qu'on sache à qui on a affaire? Donc, je suis effectivement Product Manager sur la suite Paye RH chez Talentia. Qu'est-ce que c'est un Product Manager? Globalement, je suis en charge de toute l'offre produit. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans le produit? À quel client on va s'adresser? Quels seront nos prix de vente? Avec quel partenaire on va s'adosser pour fournir à nos clients une offre un peu plus complète sur des aspects qu'on ne couvrirait pas nous, par exemple, comme les notes de frais. Et Talentia? Talentia, société européenne, 3600 clients aujourd'hui, 430 collaborateurs répartis en Europe, en chiffre d'affaires 2021 de 57 millions d'euros. Et puis, on réinvestit un peu plus de 15% de nos revenus annuels en R&D. Alors, avant de commencer le webinaire, moi j'aime bien poser des questions parfois taquines, mais à notre expert, juste pour qu'on comprenne mieux, je dirais, d'où il parle. Et en fait, quelle est l'entreprise, en fait, d'une certaine manière, qu'il emploie pour qu'on comprenne un peu mieux qui est Talentia. Juste, je vois 3600 clients. C'est quoi votre marché? Et tu as dit que c'était en Europe. Tiens, on va commencer d'abord par la France parce que ça me paraît important. Le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires européen. C'est le chiffre d'affaires européen. C'est quoi le pourcentage de chiffre d'affaires en France? Et comme vous appelez Talentia Finance et HR Solutions, qui a les deux parties, nous on s'appelle Parlons RH, pas encore Parlons Finance. C'est quoi la part de la RH? Est-ce que c'est une part Alors, la France, c'est 43 millions sur les 57. Donc, c'est la très grande majorité. Donc, c'est la très grosse majorité, effectivement. Et la part de la RH sur ces 43 millions, on est un tout petit peu moins de 50%.
Donc, globalement, on va être à 48% sur la RH et 52% sur la finance. Donc, bien équilibré, on marche sur deux jambes au sein de l'entreprise, la RH et la finance, et la France est une part prédominante. Vous êtes en France, vous êtes multisite, vous êtes localisé où? On est multisite, effectivement, on a 5 agences en France. Alors, le siège est à La Défense. On a une agence à Nantes, une agence à Anglette, Bayonne-Anglette, une agence à Lyon et une agence à Marseille. D'accord, sud, ouest. Un peu partout. Voilà. Donc, bien répartis sur toute la France. La R&D est en France? La R&D est à Marseille. D'accord, très bien. Ça nous permet de mieux comprendre qui est Talentia. De dernière question, parce que j'essaie que chaque fois qu'on a un éditeur d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans les tuyaux, alors sans trahir de secrets très confidentiels. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur la roadmap 2023? Bien sûr. Alors, ce que vous avez prévu de développer? On a de gros chantiers sur l'UX de nos produits, de la RPA et puis de l'automatisation de process pour faciliter la vie au quotidien de nos clients. UX, RPA. Tu sais quoi RPA et UX? Alors, l'UX, on va dire, c'est la manière de naviguer dans le produit. La partie ergonomie, faire le moins de clics possible, voilà, arriver à quelque chose de très fluide. Et puis la RPA, c'est de l'automatisation avec des petits robots qui vont nous aider à faire des choses. Donc UX et RPA, automatisation et expérience utilisateur. Est-ce que tu peux nous donner un exemple plus concret? Je te dis en fait qu'on a essayé d'avoir un webinaire très concret, donc je vais te taquiner un petit peu sur. Est-ce que tu as un exemple concret de ce que vous allez déployer en 2023 pour qu'on puisse se projeter, nous, en tant que professionnels RH, dans. Une petite chose toute simple, vous utilisez tous des Teams ou des outils comme ça en interne. Donc, dans Teams, on a un petit applicatif qui nous permet de lancer une conversation et de dire pose-moi mes congés pour le mois de juillet, du 7 au 30 juillet. Et du coup, directement, ça va aller dans le portail RH pour poser les congés du collaborateur. Dans Teams. Dans Teams. Ouais. Comme une espèce de robot, de chatbot. Comme un chatbot, sauf qu'on part de Teams et en fait, ça va aller déposer le congé directement et envoyer au manager pour validation. On n'arrête pas le progrès. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. On n'a pas vraiment parlé de nos clients chez Talentia. Oui, tout à fait. 3600 clients. 3600 clients. C'est quoi le marché cible? C'est la TPE, la PME, le TI, les grands groupes? On est plutôt sur de l'ETI. Alors, on va descendre sur de la PME, on va monter sur du grand groupe, mais globalement, voilà, notre cible, ça va être du 1000-5000 collaborateurs. Quelle référence? Tu peux nous citer quelques clients? Alors, on a le groupe Partouche. D'accord, je connais bien. Haribo. Ok, je connais bien aussi. On a des bonbons qui sont juste en face. Exactement. On a également, par exemple, Kerméné, qui est plutôt dans l'approvisionnement des centrales Leclerc. D'accord, je connais moins. C'est un peu moins connu, effectivement, du grand public, mais c'est un groupe, plus de 2500 collaborateurs répartis sur une vingtaine de sites. Donc, cœur de cible TI. Cœur de cible TI. D'accord. Pas de domaine d'activité de prédilection. Secteur public, secteur privé? Secteur privé. D'accord. Et tout secteur d'activité? Tout secteur d'activité dans le secteur privé. Ok, ben ça c'était pour Talentia. On va rentrer tout de suite dans notre webinaire. Très rapidement, une question comme ça, mais de quoi vas-tu nous parler ce matin? Et un indicateur RH ou des indicateurs RH, c'est quoi? Alors, on va parler effectivement d'indicateurs RH. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur RH? C'est un outil de mesure qui va permettre à la direction d'avoir une vision globale sur les données clés qui sont structurantes pour la société. L'indicateur, il est là pour aider à la prise de décision et puis pour pouvoir piloter à la fois la partie capital humain et à la fois l'efficacité des stratégies mises en place dans une entreprise. En fait, tous les mots-clés, là, je dirais, sont là, un outil de mesure qui permet de nous donner une vision de la stratégie globale et d'avoir, sur la base de données clés, prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu peux, pour rentrer encore plus dans le détail, nous donner quels sont les grands types d'indicateurs? Oui. Alors, on a effectivement les indicateurs sociodémographiques, des indicateurs qui sont plutôt orientés vers de la prévision, des indicateurs qui vont mesurer la performance et l'engagement des collaborateurs. On a des indicateurs qui sont aussi liés au recrutement et puis des indicateurs qui vont être liés à la formation pour évaluer la formation dans l'entreprise. Tu peux nous donner des exemples sur chacun de ces types d'indicateurs? Je vais rester, alors là, ça va être un peu l'arlésienne, hein, je vais revenir sans arrêt sur plus de détails ou plus de pragmatisme. Bien sûr. Donc, les indicateurs sociodémographiques, on va avoir par exemple la pyramide des âges dans l'entreprise. On va avoir la répartition homme-femme. On va avoir la répartition effectivement des catégories selon le sexe, par exemple.
Cadre, non-cadre aussi? Cadre, non-cadre, voilà, tout ce qui va toucher à, on va dire, l'administratif et voilà, la catégorie de salariés. D'accord. Ensuite, sur les indicateurs plutôt prévisionnels, on va, par exemple, rester sur une pyramide des âges, mais qu'on va projeter à 5 ans ou à 10 ans pour pouvoir évaluer le pourcentage des départs à la retraite. Sur les indicateurs de performance et d'engagement, on a, alors vous connaissez probablement le NPS, les entreprises qui sont évaluées sur leur NPS, et bien on a le NPS collaborateur. Quels sont les collaborateurs dans l'entreprise qui vont être détracteurs, passifs ou promoteurs de leur société? Je crois qu'on appelle ça le INPS, non? Pour Employee Net Promoter. Exactement. Et puis, on va avoir, par exemple, sur les indicateurs performance, on va pouvoir calculer le chiffre d'affaires par collaborateur. D'accord. Ensuite, sur des indicateurs liés au recrutement, on a plusieurs types d'indicateurs, mais le temps d'embauche moyen, par exemple. Donc, le temps d'embauche moyen, c'est le nombre de jours pendant lequel l'offre est publiée, entre le moment où on publie l'offre et le moment où le poste est pourvu. Et puis, on va avoir aussi le taux d'acceptation de l'offre, le nombre d'offres acceptées versus le nombre d'offres publiées. Et puis, le dernier type, les indicateurs qui sont liés à la formation, on aura un coût de formation par collaborateur, par exemple, ou un temps de formation moyen par collaborateur par an. Très bien. Avant de prendre les questions, parce que je vois qu'il y en a déjà une, et c'est très bien, merci Patrick de votre question, et l'objet de ces webinaires, il est bien là de pouvoir échanger avec notre expert sur la thématique du jour. Moi, j'ai quand même une question, parce que je sais que tu croises beaucoup de DRH, beaucoup de professionnels RH, vous avez beaucoup de clients, on l'a évoqué. Est-ce que tu peux, comme ça, un petit peu au débeauté, de façon spontanée, nous dire quels sont les indicateurs que tu vois mis en place dans les organisations, en règle générale, par rapport à ces 5 types d'indicateurs? Quels sont ceux qui, selon toi, fait défaut, c'est-à-dire ceux qui manquent? Et allez, troisième question, quelles sont les demandes des DRH, peut-être un peu en ce moment ou en 2022? Est-ce que tu vois des demandes assez homogènes ou au contraire, ça reste aussi hétérogène et disparate ou différent que l'est le tissu économique français? Alors, pardon, tu veux que je reprenne la question? La première, les plus utilisés, on va avoir les indicateurs sur l'effectif sociodémographique, les plus, et la formation. Ce sont vraiment les 2 thèmes qui sont les plus utilisés. Les demandes des DRH, elles sont généralement finalement assez simples parce qu'on se rend compte que souvent les entreprises, elles parlent de rien du tout. Donc, on va commencer par l'effectif et de l'absentéisme. Les DRH ont beaucoup de difficultés. Souvent, les questions qui nous remontent, c'est je ne suis pas capable de mesurer l'absentéisme et l'impact de l'absentéisme sur mon organisation. Et puis, on va avoir effectivement des demandes des DRH sur les niveaux de qualification pour avoir une vision claire, effectivement, des capacités, des compétences au sein de l'organisation. D'accord, ça, c'est les principales demandes aujourd'hui. Est-ce que tu vois, par rapport peut-être aux années précédentes, est-ce qu'il y a une spécificité 2022 ou crise Covid, je ne sais pas, hein, ça ne se trouve pas du tout, ou les demandes sont en fait relativement homogènes? Alors, c'est une sensation, hein, je n'ai pas de chiffres qui viennent appuyer ça, mais qu'on s'oriente de plus en plus vers du recrutement et de la satisfaction collaborateur, ce qui n'était pas du tout un sujet avant le Covid. La satisfaction du collaborateur, ce n'était pas quelque chose qu'on cherchait à mesurer. Avec les difficultés et la tension du marché pour les recrutements, la satisfaction des collaborateurs, c'est un sujet qui revient effectivement de plus en plus. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui, selon toi, dans les DRH que tu rencontres, encore une fois, ce n'est pas forcément une approche pas statistique, objective, cartésienne, est-ce que tu trouves que chez ceux que tu rencontres, il y a quelque chose qui fait défaut, qui est un petit peu récurrent? C'est-à-dire, je sais pas, l'aspect prévisionnel. Effectivement, je pense ça, mais c'est peut-être l'aspect prévisionnel, parce que c'est le plus compliqué à appréhender. C'est le plus compliqué à appréhender et c'est une demande qui revient à chaque fois. Et ce n'est pas le plus simple non plus à mettre en place, parce que ça nécessite effectivement d'avoir beaucoup d'historique et une connaissance parfaite de la population dans l'entreprise pour pouvoir projeter des choses. D'accord. Alors, dans les webinaires Parlons RH, à chacun des temps forts, il y en a 3, il y a évidemment toute une dynamique de questions-réponses. On pourra même aussi les prendre au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'espace de questions pour poser vos questions ou effectuer vos remarques auprès de notre experte, auprès d'Estelle aujourd'hui. Alors justement, Patrick te pose la question, mais comment projetez-vous la pyramide des âges à 5 ou 10 ans? Quid des flux durant ce temps? Alors,
Pour projeter une pyramide des âges sur 5 ou 10 ans, on va globalement déjà regarder l'âge de nos collaborateurs et on se dit effectivement, ceux qui ont entre 55 et 60 ans, on va considérer qu'ils vont sortir. Donc, on projette par rapport à du concret, à de l'âge, et on projette également par rapport au turnover des 5 dernières années. Donc, on va faire une projection. Donc, forcément, quand on parle de projection, on n'est pas sur une science exacte, mais on va prendre pour base ce qui s'est passé dans l'entreprise sur les 5 dernières années. On va pouvoir également prendre en compte des données comme une nouvelle loi qui va décaler l'âge de la retraite. On va prendre en compte des choses comme ça. Donc, bien sûr, encore une fois, on est sur de la projection, donc on n'est pas sur une donnée qu'on va signer avec notre sang, mais on va essayer de donner de la perspective en fonction de l'âge de nos collaborateurs, l'âge moyen des collaborateurs, l'âge des collaborateurs qui entrent dans la société et des profils qu'on recherche. Si on a une société où on embauche beaucoup de juniors, on va le prendre en compte dans la projection de notre pyramide des Donc, âges. vous prenez en compte un certain nombre de paramètres, d'hypothèses sur les flux d'entrée et de sortie, exactement, que ce soit le turnover à la retraite ou l'embauche de nouveaux collaborateurs. Et également les projections d'entreprise. Si effectivement vous projetez d'ouvrir un nouveau site, voilà. Donc on va faire des projections à partir de données entre autres. Sophie te pose la question, pourriez-vous, pourriez-vous reclarifier l'indicateur d'engagement? Est-ce que tu peux nous redire ce type d'indicateur, ce qu'il comprend? L'engagement, alors les engagements collaborateurs, ça va être par exemple donc la façon dont le collaborateur fait la pub, entre guillemets, de l'entreprise à l'extérieur. Ça, c'est sur la partie INPS. On va avoir également les QVT, les sondages de qualité de vie au travail qui vont nous montrer si le collaborateur se sent bien et s'il est engagé dans sa mission. Et puis, l'engagement collaborateur, ça va être aussi effectivement des indicateurs de productivité. Ok. De toute façon, on est sur une première étape, donc on y reviendra certainement. Je me permets d'adresser les autres questions parce qu'il y en a et c'est tant mieux. Sonia te pose la question suivante. Qu'entendez-vous par les indicateurs RH prévisionnels? Donc, prévisionnel, effectivement, c'est ce dont on parlait juste avant sur les choses qu'on projette. On prévoit une évolution de la masse salariale. On prévoit, donc c'est des indicateurs qui nous donnent des informations sur les années futures. On n'est pas sur de l'analyse de l'existant, on est sur de la projection sur le futur. Louis, alors on va un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de questions, vous êtes très nombreux, donc, et puis il me reste, on est qu'au tout début du webinaire, donc on les prend assez vite, et puis si on a plus de temps par la suite, on prendra peut-être plus de temps sur certaines thématiques qui seraient plus récurrentes. Donc, ne nous en voulez pas si on survole un peu vos questions pour l'instant, mais en tout cas, on veut toutes les adresser. Louis te pose la question, quels indicateurs sont pertinents dans le cadre d'une analyse des intentions de départ? Alors, les intentions de départ, on revient sur ce qu'on se disait avant, sur la qualité de vie au travail. Les notes de qualité de vie au travail sont assez représentatives sur les intentions de départ. Ensuite, dans les intentions de départ, on a aussi le cycle naturel, bien sûr, des départs dans l'entreprise. On va prendre en compte l'ancienneté moyenne, parce qu'on va pouvoir faire une projection de l'ancienneté moyenne en se disant, on a tout un lot de collaborateurs qui a une ancienneté de 20 ans, ceux-là, ils sont moins à risque de départ, etc. Donc, voilà, on va prendre, j'espère que j'ai bien répondu à la question, je ne suis pas sûre d'avoir perçu exactement le sens, mais en tout cas, effectivement, les intentions de départ, qualité de vie au travail, l'engagement du collaborateur, et puis les rapports des managers qui font effectivement sur leur population, où on va noter, entre guillemets, les collaborateurs vert, orange, rouge sur le risque de départ. Donc, on va prendre en compte ces évaluations managers pour donner des indicateurs de masse sur les risques de départ. Ce que je crois comprendre dans ta réponse et puis au regard de la question, c'est que en fait, ce n'est pas une arithmétique exacte. Dans le sens, les intentions de départ, on peut commencer à les estimer. Il y a une analyse qui est multifactorielle. Tu viens d'évoquer des feux rouge, orange, vert, etc. Et une approche qui est plus systémique, tu as évoqué un certain nombre de paramètres qui permettent d'appréhender les intentions de départ, mais certainement pas avec une certitude. Voilà. Effectivement. Et Taha te pose la question, alors je ne suis pas certain d'avoir compris votre question, Taha, est-ce qu'il y a un indicateur précis par rapport à la relève, que ce soit au niveau de ceux qui partent à la retraite ou de ceux qui démissionnent? Je ne comprends pas la notion de relève. Parce que... Alors, qu'est-ce qui se passe après les départs? Je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a un indicateur précis par rapport à la relève?
Alors, je pense avoir compris, c'est de se dire, je provisionne 20 départs à la retraite l'année prochaine et puis j'estime que j'aurai 15 démissions. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, à quel moment, pour pouvoir pallier à ces départs sans avoir de passage à vide? Voilà, c'est peut-être ça la question, oui. Donc effectivement, alors on n'a pas non là d'indicateur tout près, enfin j'ai pas en tête un indicateur tout près, mais c'est mettre en lien effectivement les départs versus les postes que je vais du coup avoir à combler par les départs, plus les éventuels nouveaux postes dans l'entreprise. Donc là, on est à cheval sur le départ, le recrutement, mais effectivement, c'est une question qui mérite d'être un peu creusée, mais dans un cadre. Sonia, Sylvie, merci Tara pour votre retour, c'est exactement ça. Estelle, on va reprendre vos questions. On poursuit juste un tout petit peu le webinaire et je reprendrai vos questions juste après pour avancer un tout petit peu. Bon, on a vu ce que c'était là rapidement et puis avec pas mal de pragmatisme aussi, j'espère en tout cas, l'étendue de ce qu'étaient les indicateurs RH. C'est bien gentil, mais même si ça peut paraître évident, mais pourquoi moi, professionnel RH, pourquoi moi, DRH, je mettrais en place ces indicateurs-là en fait? Alors, pour plein de raisons. Là, on a essayé rapidement d'en mettre 4, c'est vous aider l'entreprise à la prise de décision. La deuxième raison, c'est vous permettre de mesurer les choses, mesurer les performances du service RH, des collaborateurs et de l'ensemble de l'entreprise. Ensuite, l'indicateur, c'est un chiffre. Donc, ça vous permet d'attester si effectivement j'ai réussi ou j'ai pas réussi mon objectif. Et puis, la dernière, c'est d'établir un diagnostic précis sur un moment donné, une situation réelle, une image, en fait, une photo. Pardon, je t'ai coupé. Non. J'ai respiré et du coup. Effectivement, là, on a les bénéfices, j'ai presque envie de dire, traditionnels, classiques de la mise en place des indicateurs. Mais si on sortait un petit peu de la présentation dans laquelle on était, pourquoi, pour toi, il faut mettre en place des indicateurs RH? Alors, au-delà des arguments, ça va permettre d'améliorer, d'aider, mesurer, qui sont réels, n'en doutons pas. La première raison, c'est que ça va permettre de légitimiser le service RH. Tout ce que vous faites au quotidien sur les embauches, sur la formation, pour le diffuser dans l'entreprise, pour le remonter à votre direction, vous avez besoin de chiffres. Donc, les indicateurs, ça va vous permettre de chiffrer et de mesurer et d'attester effectivement la légitimité de la fonction. Et puis, la deuxième raison, c'est une fois que vous avez ces chiffres-là, l'indispensable, c'est qu'ils soient diffusés dans l'entreprise. Si vous posez la question demain en COMEX, des questions toutes simples, l'effectif de l'entreprise, la masse salariale et le taux d'absentéisme, vous posez cette question au membre du COMEX, s'ils sont 6, vous allez avoir 6 réponses différentes à chacune des questions et aucune sera bonne. Donc, on se rend compte effectivement quand on rencontre nos clients, la première, c'est d'avoir des bons chiffres et la deuxième, c'est d'être en capacité de les diffuser facilement au sein de l'organisation. Bons chiffres pour tous et c'est presque Atawadak anytime, any device, anywhere. En fait, c'est voilà, les bons chiffres pour tous et presque tout le temps, presque en presse-bouton. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité sur un certain nombre d'indicateurs de base. Et alors en plus, après, si on rentre dans un niveau de détail plus profond, j'allais dire, des indicateurs, c'est vrai qu'on est un petit peu parfois perdu, d'où la nécessité de, je reprends tes termes, de crédibiliser et de pouvoir diffuser les bons indicateurs à tous les acteurs qui en auraient besoin. Je reprends un certain nombre de questions, puisque c'est vraiment là l'objet, encore une fois, de webinaire. Quelle est la source pour suivre tous ces indicateurs? Ou les sources, d'ailleurs, peut-être. D'ailleurs, oui, il y a une parenthèse entre pluriel ou pas. Alors, la source principale, c'est votre SIRH. C'est-à-dire, c'est là où vous avez toutes les données de vos collaborateurs, toutes les données de gestion administrative, les données de paye et les données qui vont être relatives à la formation, par exemple. Donc, la source numéro 1, c'est celle-ci. Et on va pouvoir, pour certains indicateurs qui vont croiser différents domaines, intégrer effectivement des sources autres, comme par exemple des données financières. D'accord. Sylvie te pose la question, il existe une checklist de tous ces indicateurs? Alors, il existe effectivement un catalogue, on va dire, standard des indicateurs. Après, la checklist, on va vous présenter des thèmes, on va avoir quelques indicateurs effectivement précis qui sont universels, on va dire, dont toutes les entreprises ont besoin.
Et ensuite, on affinera. On va affiner effectivement avec vous selon le besoin, le contexte de votre entreprise. Mais globalement, effectivement, on est capable de dresser des thèmes et à l'intérieur de thèmes, les indicateurs clés. Je reviens en fait, la question précédente, quels étaient les bénéfices, mais pour faire en lien à la réponse que tu viens de formuler, est-ce que tu as un exemple, j'y reviens, est-ce que tu as un exemple justement, je sais pas, d'entreprise, la dernière entreprise ou une des dernières entreprises que tu as croisées, des bénéfices qu'elle a pu tirer de la mise en place d'un certain type d'indicateur? Oui, on a mis récemment en place le module formation dans une société industrielle qui existe depuis à peu près 25 ans, 1200 collaborateurs répartis sur 5 sites en France. Donc, on a mis en place le module formation et une fois que ça a été… Module d'indicateur, c'est ça? Non, alors module on va dire, de gestion administrative de la formation avec la mise en place du plan, du budget, les sessions de formation, les inscriptions, les compétences des collaborateurs. Et une fois qu'on a terminé ça, le DRH est venu nous voir en disant, maintenant, moi, je veux savoir combien de formations on a fait, pour qui, sur quel type de collaborateurs, combien j'ai de personnes qui sont habilitées, par exemple, pour maintenir mes lignes de production, et combien il m'en faudrait pour être sûr que ma ligne de production, elle fonctionne correctement. Ça, c'est extrêmement compliqué. Enfin, la certification et les habilitations, etc., dans l'industrie, c'est beaucoup moins vrai dans le tertiaire, il y en a moins. C'est particulièrement complexe. Oui, et effectivement, donc le DRH avait besoin de ça et le service RH avait besoin de ça pour, encore une fois, crédibiliser la politique de formation de l'entreprise auprès, par exemple, des partenaires sociaux, en disant, voilà, on a un vrai plan de formation, concrètement, regardez ce qui s'est passé, regardez le nombre de personnes qu'on a formées et le niveau de compétences qu'on a atteint. Ça crédibilise aussi vis-à-vis des salariés, parce qu'il y a du concret. Et puis, c'est plus facile d'aller demander du budget à la direction en disant, voilà ce qu'on en fait, voilà ce qu'on a déjà fait et voilà ce qu'on a prévu. Et donc là, vous avez adressé le sujet de la formation. Cette ETI industrielle de 1200 salariés, 5 sites en France, 25 ans d'ancienneté, si j'ai bien retenu. Exactement. En 2023, il y a d'autres thématiques et d'autres demandes de la part du DRH? Oui, en fait, on va remonter un petit peu à l'envers le cycle de vie du collaborateur et on va s'attaquer au onboarding, ensuite au pré-boarding et on fera le recrutement l'année d'après. D'accord, donc ça peut être extrêmement complet. Donc, OK. Et puis, tu as réévoqué ce bénéfice de crédibilité et de diffusion. Tu as évoqué au tout début le fait que ce soit pour le COMEX, le CODIR, enfin l'équipe dirigeante. Et là, tu as évoqué les partenaires sociaux et les salariés. Je trouve ça, effectivement, la crédibilisation, elle est liée à qui je le diffuse, à qui je diffuse quoi. Christelle te pose la question suivante, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je suppose que c'est sur la partie NPS, ça ne revient pas à une note sociale à la chinoise. En fait, je pense que ce n'est pas l'entreprise qui note le salarié, mais bien l'inverse. Exactement, c'est le salarié qui note son entreprise. Le NPS, c'est globalement, vous posez la question à votre collaborateur, est-ce que vous recommanderiez à votre ami de venir travailler dans l'entreprise? Il faut noter de 0 à 10. Si le salarié dit entre 0 et 6, ça veut dire qu'il est détracteur, ça veut dire qu'il dit à son ami, ne viens pas ici. S'il note entre 7 et 8, bon, il n'a pas vraiment d'avis, on n'est pas trop mal ici, mais voilà. Et s'il note au-delà, à partir de 8, ça veut dire, viens travailler ici, on est bien dans cette entreprise. Donc, c'est vraiment le collaborateur qui donne sa perception et son sentiment de bien-être dans l'entreprise. Les perceptions sont une réalité. Alors, une question d'Estelle pour Estelle. Est-ce que vous avez des stats consolidés par secteur d'activité, par exemple, pour pouvoir se comparer à un benchmark pour identifier si nos indicateurs RH sont bons ou non? En fait, le fait d'embrasser un secteur dans sa globalité permet de dire, dans l'industrie, le taux de turnover est 2, ou le taux le délai d'embauche. Alors, il en existe certainement, mais ce n'est pas notre métier. Notre métier à nous, effectivement, c'est de vous aider à poser les indicateurs et de vous fournir la donnée et de monter les indicateurs dont vous avez besoin. Après, on est plus sur une étude de marché, une étude comparative, et là, ça sort de notre scope d'éditeur. Ouais, je pense que vous êtes force de proposition au regard de l'expérience que vous avez. En fait, ce sont des sujets très complexes. J'ai pris l'exemple du turnover, je vous invite à essayer de trouver un benchmark des taux de turnover en France. C'est extrêmement compliqué parce que derrière la notion de turnover, chacun émet une définition un petit peu différente.
il y a des écarts types par taille d'entreprise, par secteur d'activité, par zone géographique, par nature capitalistique des entreprises qui est extrêmement variable. Mais je comprends bien la demande La d'Estelle. question. Effectivement, ce qu'on va faire, nous, ça va être une mission de conseil en vous disant, globalement, dans l'industrie, les demandes d'indicateurs qu'on a sont ça, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Mais on ne va pas vous faire une comparaison de résultats. Tu as évoqué Sandra te pose la question, tu as évoqué les indicateurs de performance. Pouvez-vous en dire plus sur les indicateurs de performance? Comment les définir? Comment les déployer? Alors, les indicateurs de performance, on en a pas mal parlé. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des indicateurs concrets de montée en compétence de l'entreprise au sens large, de chaque collaborateur. Donc là, ça va nous permettre de mesurer la montée en compétence et ça devrait se répercuter sur la performance. Sur la performance, on va prendre des données qui vont être différentes effectivement selon le type d'activité. Sur une ESN qui emploie des consultants, le chiffre d'affaires par collaborateur, c'est très représentatif. Dans l'industrie, ça l'est aussi. Ça va l'être beaucoup moins dans des domaines paramédicaux, par exemple. Zut, je viens de sauter une question. Est-ce qu'il faut mettre en place un poste dédié à l'analytique RH dans les équipes RH? C'est Stéphanie qui pose cette question. Alors, ça a du sens. Ça a du sens parce que ça va permettre à cette personne, effectivement, de se spécialiser dans la manipulation de la donnée et dans la création de nouveaux indicateurs. Ensuite, il ne faut pas qu'il travaille seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, à mon sens, c'est appuyer sur les sachants du domaine. Donc, quelqu'un qui va être effectivement en charge de l'analyse et de la statistique dans le groupe, il faut qu'il puisse s'appuyer sur le responsable formation pour être sûr d'avoir les bonnes pertinences d'informations et de choisir les éléments les plus pertinents. Patrick te pose la question suivante. Y a-t-il des bons chiffres ou une autorité, une espèce d'entité de référence que tu pourrais recommander? En fait, je reprends la question, je pense que une partie de la réponse est dans le début de la question. Y a-t-il des bons chiffres? Alors, il y a des chiffres justes et des chiffres faux. Est-ce qu'il y a des bons chiffres? J'ai un peu du mal à appréhender la question, mais… Si on prend le turnover, par exemple, si on prend le turnover, est-ce qu'avoir 10% de turnover, c'est bien ou c'est pas bien? En fait, dans certains cas, ça sera horrible parce que pas suffisamment important. Il faut un turnover peut-être plus soutenu pour éviter une obsolescence des compétences. Et puis, dans d'autres cas, c'est horrible, c'est extrêmement important et il faut absolument maintenir la fidélisation des collaborateurs. Et ça peut, dans une entreprise pour un même métier, enfin pour deux entreprises différentes pour un même métier, on peut trouver des extrêmes. C'est très compliqué. Par contre, il y avait bien la question tout à l'heure qui est intéressant d'avoir les benchmarks, mais les benchmarks présentent des écarts types vraiment très importants. Donc, c'est compliqué. Des bons chiffres, oui, il y a des chiffres fiables et des chiffres solides. Après, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est plus compliqué. Il y a aussi, effectivement, alors dans certains indicateurs, il y a les bons chiffres. Quand on cherche à mesurer une contrainte légale, il y a un chiffre à atteindre. Là, il y a un bon chiffre. Par contre, effectivement, quand on parle de turnover ou de durée d'ancienneté moyenne, là, il n'y a pas de bon chiffre parce que ça va dépendre de votre activité, ça va dépendre de tout ça. Donc voilà, quand on a effectivement une contrainte légale à respecter, là, on a un chiffre à atteindre. Il y a un bon chiffre. Sinon, sur le reste, effectivement, non. En tout cas, il y a forcément un chiffre souhaitable, mais qui nécessite de l'analyse. Pardon, j'avais vu la question de Stéphanie, je l'avais posée. Charlotte, comment récoltez-vous les données depuis les SIRH? Est-ce que c'est par API, par export? Comment les entreprises acceptent de partager ces données? Alors, on a, nous, dans les solutions Talentia, on a effectivement la possibilité de créer les indicateurs directement depuis le SIRH. Donc, on n'a pas à exporter des données puisqu'on les traite directement à la source. Chez certains de nos clients qui n'ont pas la totalité de la suite RH chez Talentia, on va effectivement récupérer les informations par API. Les clients qui ont effectivement le souhait de mettre en place des indicateurs, ils n'ont aucun souci à partager leurs données. Mais effectivement, globalement, c'est le SIRH qui est la source des informations. Et si j'ai Talentia comme solution SIRH maître, je ne sais pas comment on dit, majeur, mais que j'ai une start-up sur la partie onboarding que tu as cité, oui. Vous marchez par API? On marche par API, effectivement, on va récupérer les informations. À un moment, le dossier collaborateur, il est centralisé dans la solution et on va
et on va faire les indicateurs à partir de ce dossier-là. On va aller récupérer les informations à droite à gauche et on va alimenter ce dossier. Je n'oublie pas les autres questions, continuez à en poser. On avance juste dans le webinaire et dans le prochain temps fort, si je puis dire. On a vu ce que c'était, on a vu pourquoi c'était important, à travers de différents exemples et de réponses à vos questions. Quels sont les grands champs d'application? Allez, rapidement, et puis après, je sais qu'il y a les questions qui sont les principales questions à se poser. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands champs, les étapes par lesquelles passer peut-être? Alors, dans la vie du collaborateur, il y a 3 temps forts. Donc, c'est ces 3 temps forts-là qu'on va suivre avec des indicateurs. L'entrée, la vie du collaborateur dans l'entreprise et la sortie. Dans l'entrée, on va mesurer par exemple l'attractivité de l'entreprise, on va mesurer le recrutement. Dans la vie de l'entreprise, on va mesurer des données de masse salariale, on va mesurer des données de mobilité, de formation. On va faire un bilan social, par exemple. Ok, alors on va justement tout de suite passer à la question. Je reviens quand même sur la slide précédente parce qu'il y a des choses qui me semblent intéressantes, c'est la différence entre attractivité et recrutement. Pardon de faire un peu le zapping. Je vois qu'il y a des indicateurs attractivité, des indicateurs de recrutement. Est-ce que tu, en quelques secondes… Oui, qu'est-ce que je mets derrière ces termes-là? Oui, alors là, ce sont Alors, le recrutement, on va mettre plutôt des choses administratives, des étapes administratives. L'attractivité, c'est la capacité de l'entreprise à attirer et à fiabiliser les talents. Peut-être quelques exemples. Un indicateur de recrutement, ça va être le coût du recrutement ou la moyenne de CV que va traiter un recruteur. L'attractivité, ça va être le taux d'acceptation des offres, par exemple. Si je fais une offre à un candidat que j'ai retenu, est-ce que 50% d'entre eux disent non, j'en veux pas, ou est-ce que 80% du temps, l'offre qu'on fait, elle est acceptée? Ça va être le nombre de réponses qu'on reçoit pour une offre. Ça va être effectivement mesurer les départs rapides. Quelqu'un qu'on embauche et qui est sorti de l'entreprise dans les 6 semaines ou dans les 8 semaines qui suivent. Ok. Il y a bien une différence entre recrutement et attractivité. Alors, quelles sont les grandes questions à se poser si on veut déployer une démarche d'indicateur RH? Alors, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, de quoi j'ai besoin globalement et qu'est-ce qu'il me faut pour aller de l'un à l'autre. Il ne faut pas essayer de faire trop compliqué, surtout. Se dire, les questions à se poser, c'est j'ai besoin de chiffres simples, des chiffres qui sont simples à expliquer, qui sont simples à prouver et qui sont simples à produire. N'essayez pas effectivement de chercher dans un premier temps des indicateurs qui font entrer trop de paramètres. On va se focaliser sur un premier temps on va compter, on va faire de l'effectif, on va faire de l'absentéisme. Voilà. Vraiment, il faut y aller étape par étape. Donc les questions à se poser, c'est de quoi je pars, quelle est la prochaine étape, quel est mon premier besoin, quelles sont les questions qu'on me pose souvent. Parce qu'au sein de l'entreprise, quand vous êtes DRH, vous avez votre DAF qui vous dit « mais combien j'ai de personnes là en ce moment ?» ou j'ai, par exemple, votre patron effectivement qui vous demande combien ça me coûte la masse salariale aujourd'hui, quelle est la part de masse salariale qu'on investit dans les nouveaux embauchés, etc. Donc, faites le tri dans les questions qu'on vous pose, vous allez voir que vous allez pouvoir en ressortir 3-4 et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, se focaliser sur ces choses-là au départ. Domaine fonctionnel, mon besoin, en fait, c'est beaucoup de bon sens. Revenons à beaucoup de bon sens et de pragmatisme. Oui. Si déjà on pouvait répondre de façon fiable et presque rapide à l'ensemble des questions qui nous sont posées sur les indicateurs RH dans l'entreprise, on aurait déjà fait un grand pas. C'est ce que j'entends. Exactement. Alors, les questions, je vais les prendre. Hop. François, bonjour. Est-ce pertinent pour le DRH d'avoir en prévisionnel la réalité des dates de départ à la retraite par rapport à la nomenclature métier de l'entreprise? Le départ, est-ce que c'est important d'avoir le départ de l'âge à taux plein versus l'âge légal, d'avoir ce détail-là? En première instance, ce n'est pas là-dessus qu'on va aller. Mais effectivement, si vous avez une population âgée dans votre entreprise avec une grosse part de la population qui risque de partir à la retraite, c'est intéressant de faire ce calcul. Après, c'est quelque chose qui est… on est vraiment dans du micro, là. On est vraiment dans du précis. Donc, oui, c'est une information qui est importante.
je ne suis pas certaine que ce soit l'information capitale dans la plupart des entreprises. Voilà. Caroline te pose la question, quel indicateur concret à suivre au niveau de la masse salariale? C'est direct, c'est cash dans tous les sens du terme. Alors, la masse salariale, globalement, la masse salariale actuelle, le pourcentage de masse salariale dans les dépenses de votre entreprise. Après, encore une fois, c'est à contextualiser par rapport à votre secteur d'activité. La masse salariale, elle est beaucoup plus importante dans une ESN, par exemple, que dans une entreprise de logistique de production. Et question de Camille, plus concrètement, c'est quoi mesurer le recrutement? Alors, j'essaie de mettre une intonation, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mesurer le recrutement, ça va être mesurer il y a deux aspects. Il y a mesurer l'efficacité du service recrutement. Est-ce qu'à 3 recruteurs, combien ils sont capables de traiter de recrutement par an? Donc ça, c'est des données, on va dire, mathématiques et d'analyse d'efficacité du service recrutement. Et la deuxième, c'est mesurer les bons recrutements, la qualité du recrutement, à savoir, est-ce que quand je recrute quelqu'un, globalement, il reste dans l'entreprise, ou est-ce que déjà, j'arrive pas à recruter parce que j'ai pas les bons prix, j'ai pas le bon salaire, j'ai pas des postes qui sont attirants. Et si j'arrive à recruter, 6 semaines après, il n'y a plus personne. Est-ce que effectivement, on va mesurer la qualité du recrutement. La personne que j'ai recrutée, c'était peut-être pas le bon s'il n'est pas resté. Ou alors, j'ai pas su l'accompagner, j'ai pas su le onboarder, j'ai pas su le garder dans l'entreprise. Merci beaucoup Estelle pour ces réponses. Alors, je suis désolé, on arrive un peu à la fin de notre webinaire. J'ai encore quelques questions à te poser, mais Bruno, Patrick, enfin bref, il y a encore quelques questions. On n'a pas pu répondre à tout. Moi, j'ai encore 2 questions pour toi, Estelle. La première, c'est on termine toujours les webinaires comme ça. Quel est ton coup de com'? Voilà, un peu de prosélytisme ne fait pas de mal. Et quel est ton coup de cœur? Un peu d'empathie ou d'émotion ne nous fait pas de mal non plus dans le contexte dans lequel nous sommes. Coup de com', coup de cœur. Alors, coup de com', nous allons sortir là 2 livres blancs. Un sur la paye et un sur la formation. Ça sort quand? On peut y accéder où? Alors, ça sort là dans les semaines à venir. La formation, ça va être sur fin novembre et puis la paye sur début décembre. Et vous pourrez les télécharger sur le site de Talentia. Et sinon, on vous suit sur les réseaux sociaux pour être au courant ou on s'abonne à votre newsletter pour bénéficier de ces 2 livres blancs, paye et formation. Et ton coup de cœur? Rien à voir avec le travail. Mais c'est bien l'objet du coup de cœur. Okay. Le but, c'est de rester des humains et de ne pas être que… on a parlé d'indicateurs RH, mais en fait, derrière l'experte, il y a une femme. Qu'est-ce qu'elle peut nous partager aujourd'hui? Un peu touchée et remuée par la dernière série que j'ai regardée. Qui est Les Papillons Blancs, série Netflix, série française avec Nicolas Duvauchel. Assez déstabilisant, je la conseille. Alors, écoutez, si vous avez… Alors, je ne la connais pas du tout et j'ai du mal à faire le lien avec le webinaire, mais c'est tant mieux. Voilà, faut rester dans une démarche intuitu personnelle. Merci infiniment, Estelle, pour ton coup de cœur, pour ton coup de com' et pour ton propos. Merci à toutes et tous d'avoir été si nombreux aujourd'hui pour suivre ce webinaire. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le 67e webinaire Parlons RH. Ça sera bien le 67e et il y aura bien lieu donc, après le 66e qui était celui précédent. Si vous me suivez, c'est que je me suis mal exprimé. Avec la société 365 Talents et notamment Julie Asselin qui est directrice marketing. Et c'est bien qu'elle ait cette fonction-là parce qu'elle va nous parler du marketing appliqué au RH. Comment prévenir la fuite des talents? Donc, on est vraiment là dans une des réponses à apporter, très opérationnelle aussi, très pragmatique, à cette fameuse guerre des talents, en tout cas la première bataille, celle de l'attractivité et du recrutement que constitue la guerre des talents. Et ces rendez-vous la semaine prochaine, le 17 novembre à 11h, comme tous les webinaires Parlons RH, ils ont lieu le jeudi à 11h. Il y a un autre rendez-vous auquel je vous convie vivement, qui est celui de la semaine d'après. Tous les trimestres, on anime sur toute une journée avec un thème, la fonction RH. Là, le thème, c'est celui du recrutement. On y reste d'une certaine manière. Et donc, c'est 24 heures RH, même si ça ne dure pas 24 heures, mais en fait, on vous fournit un certain nombre de contenus à l'issue de toute une journée de 10 visioconférences sur le thème du recrutement avec des DRH, des experts, des consultants qui viennent échanger et partager avec vous
Donc, c'est le 24 novembre à partir de 9 h et jusqu'à 18 h sur ce thème du recrutement. Merci. Merci à tous. Merci Thomas. Merci beaucoup et à très bientôt. Et surtout, portez-vous bien.